StudyGate Digital Learning Technologies. Le diabète. Donc, le diabète sucré, c'est une affection métabolique chronique définie par une élévation anormale et chronique de la glycémie. C'est une maladie chronique. Donc, il y a deux mécanismes. Soit c'est défaut de l'insulinosécrétion, soit c'est une diminution de la sensibilité à l'insuline. Ou les deux. Donc, il y a des diabètes il y a une insulinopénie. Surtout diabète type 1, il y a des diabètes, donc le mécanisme c'est l'insulino-résistance, surtout le diabète type 2, ou bien les deux. Dans l'épidémiologie, il y a des valeurs à apprendre. En Tunisie, 10% des adultes, le chiffre 10% est à prendre, sont diabétiques. Donc 10% des adultes ont un diabète sucré. Avec Alès, c'est un grand problème de santé publique. 50% des diabétiques type 2 sont méconnus. Donc un individu sur deux, il est diabétique et il est diabétique sans le savoir. Il faut savoir que le diabète type 1 c'est une maladie rare. Donc IGFQCM, oui, c'est une maladie rare. L'incidence c'est 7 cas par 100 000 habitants par an. Les critères diagnostiques du diabète, donc c'est à apprendre. Il y a 4 moyens diagnostiques, 4 critères diagnostiques. Soit une glycémie supérieure ou égale à 2 grammes par litre à n'importe quel moment de la journée, avec des signes cardinaux. Donc si le patient présente deux signes cardinaux, c'est-à-dire on va les voir, donc polyurie ou polyphagie ou un maigrissement, plus on dose donc la glycémie à n'importe quel moment, glycémie aléatoire, on trouve une glycémie supérieure ou égale à 2, le patient est diabétique. Ou bien deux glycémies à jeun supérieur à 1,26 g par litre. Donc un jeun, c'est un jeun de minimum 8 heures. Donc la glycémie à une reprise 1,4 par exemple, supérieur à 1,26. On répète donc le dosage. À deux reprises, supérieur à 1,26, le patient est diabétique. Troisième critère, une glycémie 2 heures après une charge de glucose, donc c'est HGPO 75, supérieur ou égal à 2. Le patient est diabétique. Donc, l'HGPO 75, qu'est-ce qu'on fait? On fait ingérer au sujet 75 grammes de glucose dans 250 ml d'eau en 10 minutes. Donc, et on mesure la glycémie après 2 heures. Quatrième critère, l'hémoglobine glyquée. Donc, l'hémoglobine glyquée, elle peut faire le diagnostic du diabète si elle est supérieure ou égale à 6,5. Mais remarque, il faut que la méthode soit standardisée, donc c'est pas n'importe quel laboratoire. Mais sachez que l'hémoglobine glyquée peut faire le diagnostic du diabète. T'as un tableau de l'intolérance au glucose, donc les prédiabètes, ce qu'on appelle. Il faut l'apprendre. Donc, un tableau. D'abord, le sujet normal. Le sujet normal, il faut connaître que la glycémie à jeun chez un sujet normal doit être inférieure strictement à 1 gramme. Une remarque là dans le cours concernant les inégalités, donc les inégalités, c'est supérieur ou égal. Donc strictement inférieur ou supérieur ou égal. Donc pour ne pas pour apprendre les valeurs, quand une glycémie égale 2, on ne sait pas si supérieur ou égal ou strictement supérieur. Donc toutes les inégalités supérieures ou égales et strictement inférieures. Donc c'est chez les sujets normaux, la glycémie à jeun inférieure à 1 gramme par litre. Donc après 2 heures de charge de glucose, elle doit être inférieure à 1,4 g par litre. Donc c'est la GPO 75 chez le sujet normal, inférieure à 1,4. Et l'hémoglobine glyquée, inférieure à 5,7%. Ça c'est l'idéal, c'est le sujet normal. Chez le diabétique, donc, la glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26, la GPO supérieure ou égale à 2 et l'hémoglobine glyquée supérieure à 6,5. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les prédiabètes. Enfin, il y a deux entités à apprendre. C'est l'hyperglycémie modérée à jeun. Ces sujets ont une glycémie à jeun qui est élevée par rapport au sujet normal, donc plus de 1, mais toujours moins de 1,26, donc entre 1 et 1,25 grammes par litre. Et la glycémie après charge donc, de 75 grammes de glucose
est normal, qui est un sujet normal, inférieur à 1,4. Et l'intolérance au glucose, sujet donc glycémie à jeun, il est élevé par rapport au sujet donc normal, c'est entre 1 et 1,26. Mais donc la GPO c'est entre 1,4 et 2. C'est-à-dire la GPO donc c'est plus élevé que le sujet normal. Donc généralement l'intolérance donc au glucose c'est un stade plus évolué que l'hyperglycémie modérée à jeun. Le prédiabète donc l'hyperglycémie modérée à jeun ou l'intolérance au glucose, l'hémoglobine glycée est entre 5,7 et 6,4. Entre 5,7 et 6,4. Dans les états de prédiabète, il faut savoir que ce sont donc des états plus à risque d'évolution vers le diabète. À la 25% parmi ces sujets évoluent vers le diabète. Donc c'est des terrains à risque. Mais il faut savoir que 25% aussi vont se normaliser. Au bilan, donc profil d'un sujet normal. Et 50% vont rester stables. Donc très important, il faut apprendre les critères diagnostiques ou apprendre les états d'intolérance au glucose. Dépistage du diabète sucré. Donc il faut apprendre maintenant les indications de dépistage du diabète sucré. D'abord chez tous les adultes à partir de 45 ans, c'est une indication formelle. Et aussi chez tous les sujets qui ont un IMC, donc indice masse corporelle supérieur ou égal à 25, donc soit en surpoids ou obèse, associé à un autre facteur de risque. Soit, donc il faut savoir comment les apprendre plus facilement. Soit donc ils sont donc un IMC supérieur à 25 avec une HTA par exemple. Un diabète type 2 chez un apparenté de premier degré, généralement le père ou la mère diabétique. Donc un antécédent d'accident cardiovasculaire, ça va de soi. Donc c'est des sujets donc, qui ont des antécédents d'accident cardiovasculaire. Une sédentarité, une hémoglobine glycée donc supérieure à 5,7 ou antécédent d'intolérance au glucose ou d'hyperglycémie modérée à jeun. Donc, c'est des indications au dépistage. Les antécédents donc d'intolérance au glucose. Antécédents de macrosomie fœtale ou de diabète gestationnel aussi chez la femme. Une femme aussi avec syndrome des ovaires polykystiques. Et il y a ce qu'on appelle les signes d'insulinorésistance. Par exemple, il y a deux signes. Quand j'ai question croc, citer deux signes cliniques d'insulinorésistance. Donc deux signes, l'obésité morbide donc, et la canthosis nigricans. Donc il y a deux signes d'insulinorésistance, c'est une indication au dépistage. Le dépistage repose sur trois moyens, soit la glycémie à jeun. Glycémie à jeun, c'est par définition, donc ça va nous donner une idée sur le glucose qui est produit par le foie. Donc la production hépatique. On a l'effet de diabète. Donc il y a une augmentation de la production hépatique du glucose. Donc il y a une augmentation de la néoglucogenèse et une augmentation de la glycogénolyse. Soit donc la GPO 75, bien sûr si glycémie à jeun pathologique. Remarque, il ne faut jamais faire donc la GPO si on ne connaît pas la glycémie. Donc c'est contre-indiqué. Il faut d'abord faire la glycémie puis faire la GPO. Et troisième moyen, c'est l'hémoglobine glycée aussi. Ça peut faire donc pour le dépistage, c'est validé. Si le premier test de dépistage est normal, il faut répéter le dépistage après au moins donc 3 ans, tous les 3 ans. Donc il faut faire attention à les critères de dépistage avec le dépistage de dyslipidémie. Les différents types de diabète. Donc il y a le diabète type 1 qui c'est une maladie qui est relativement rare par rapport au diabète type 2. Enfin, il y a deux types. Il y a le diabète type 1 petit a, c'est le diabète auto-humain. Donc, l'auto-humain, il y a une entité dans le LADA, diabète type 1 LADA. Ou femme diabète type 1B, petit b, idiopathique. Donc ce qu'on connaît dans la physiopathologie, c'est le diabète type 1 type auto-humain.
C'est une maladie auto-immune due à la destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans. Donc c'est généralement, le diabète se manifeste qu'après destruction de 90% de la population cellulaire. Donc le résultat, c'est une carence en insuline ou insulinopénie. Il faut savoir qu'il y a un terrain génétique de susceptibilité, mais c'est plurigénique bien sûr. C'est surtout le gène CMH, اللي موجود في chromosome 6, donc تاع الHLA. C'est le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc toutes les maladies auto-immunes en général, ça tourne autour de ce gène. Les auto-anticorps. Donc il y a donc en cherchant les auto-anticorps, d'abord on cherche donc s'il y a anti-ILO, les anticorps ICA. Et puis l'ICA après s'il y a un anticorps anti-ILO positif, on va identifier il s'agit de quel anticorps. Donc il y a l'anticellule bêta de Langerhans, les anticorps anti-insuline, anti-GAD et anti-IA2. Il faut savoir donc c'est HLA classe 2 en général, HLA DR3, DR4 et DR8 qui prédisposent au diabète auto-humain. Donc un rappel aussi immunologique, et donc talqa fait partie immuno, c'est une maladie auto-immune à médiation cellulaire. Donc les QCM, c'est dû au lymphocyte CD8 cytotoxique. Donc ils vont détruire donc les populations cellulaires, les cellules bêta, donc en réalisant une insulite, une réaction inflammatoire. Donc les anticorps ne sont pas en aucun cas pathogènes. Les anticorps ce sont que des marqueurs de processus auto-humains, n'ont pas un rôle pathogène. Généralement, les auto-anticorps bien sûr vont apparaître avant le début donc de la symptomatologie. Donc c'est des marqueurs. Remarque qu'il y a des facteurs déclenchants. Il y a donc l'infection virale, c'est décrit surtout le Coxsackie B4, il faut l'apprendre. Le stress, car il y a une diminution de la vigilance des lymphocytes suppresseurs. Quel est l'intérêt de dosage des anticorps? Remarque qu'il n'y a pas de dépistage du diabète de type 1. On ne parle jamais de dépistage du diabète type 1, même si on peut doser les anticorps. Allez, le dépistage par définition, il y a une prise en charge après le dépistage. On ne fait pas le dépistage de la maladie si on ne peut pas arrêter l'évolution de la maladie. Et le diabète type 1, donc si on dose les anticorps, on ne peut rien faire pour prévenir la maladie. Il faut savoir qu'il y a donc une entité, le diabète type 1 lent ou le LADA. C'est un diabète du début tardif, donc après 30 ans, qui est progressif, qui simule le diabète type 2, mais les anticorps sont positifs. Et généralement chez les sujets maigres, pas obèses. Donc les anticorps sont positifs, surtout anti-GAD. Donc ce diabète, il n'est pas au début, il n'est pas insulino-nécessitant, il devient insulino-nécessitant au bout donc de 2 à 10 ans. Donc le diabète LADA, c'est la seule indication de dosage des anticorps. Si le sujet est un peu maigre, le diabète débute après 30 ans et il n'est pas bien équilibré sous ADO, donc on pense à un diabète type 1, LADA, on dose donc les anticorps. Donc il y a bien sûr une association avec d'autres maladies auto-immunes, surtout vitiligo, la maladie cœliaque, la thyroïdite de Hashimoto. Donc il y a un gradient nord-sud bien sûr, là je me dis donc les QCM. L'âge de début est généralement avant 40 ans, le début est le plus souvent rapide, explosif, une symptomatologie inaugurale qui est bruyante, donc le syndrome cardinal, les signes donc d'hyperglycémie, la polyurie, la polydipsie, la polyphagie. Il y a des signes de carence en insuline, c'est l'amaigrissement, donc l'insuline a un effet donc hypertrophique. Il y a un amaigrissement lorsqu'il y a une carence en insuline, une asthénie, et il y a dans la forme extrême ce qu'on appelle le coma ou ce qu'on appelle l'acidocétose inaugurale. Donc c'est la forme majeure. Les complications, c'est surtout donc l'acidocétose, s'il n'y a pas d'insuline, les complications aiguës, c'est l'acidocétose. Et il faut savoir la principale cause de décès chez les diabétiques type 1, c'est l'insuffisance rénale. Donc je fais un diabète type 2. Le diabète type 2, donc la physiopathologie repose, donc le primum movens, c'est
la résistance périphérique à l'insuline. أول حاجة تصير l'anomalie اللي تصير c'est la résistance périphérique à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire périphérique? C'est-à-dire au niveau du muscle, du tissu adipeux et au niveau du foie. وذاك علاش donc علاش فما une hyperglycémie خاطر normalement le foie il est sensible donc à l'action de l'insuline. L'insuline donc ça diminue la glycogénolyse et la néoglycogénèse. Donc lorsque l'insuline donc il y a une résistance au niveau du foie, donc le signe c'est l'hyperglycémie. Donc le foie ne va pas obéir à l'insuline, il va encore synthétiser du glucose et en dosant la glycémie on va donc se rendre compte qu'il y a une hyperglycémie. Il y a une prédisposition héréditaire, diabète type 2 acte le diabète type 1. Donc la présence des antécédents familiaux c'est plutôt en faveur de diabète type 2. Et c'est une donc prédisposition de type polygénique. Donc il faut savoir aussi avec la résistance à l'insuline, il y a donc ce qu'on appelle une insulinopénie relative. Une insulinopénie relative définie par un rapport insuline-glycémie qui est à la خاطر donc la glycémie بتزيد donc أكثر من la sécrétion d'insuline. Il y a une résistance, donc l'insuline normalement va augmenter et chroniquement, bien sûr, le pancréas va en quelque sorte s'épuiser. Donc toujours le rapport insuline sur glycémie va s'effondrer. Donc cette insulinopénie relative commence d'abord par des anomalies de sécrétion de l'insuline. C'est des anomalies quantitatives, d'abord qualitatives puis quantitatives. Donc, parmi les anomalies de sécrétion qu'il faut apprendre, il y a d'abord une disparition de ce qu'on appelle le pic précoce postprandial. Donc l'histoire donc de la maladie du diabète type 2, les chiffres glycémiques les chiffres postprandiaux. Donc c'est en rapport avec la disparition du pic précoce de l'insuline. Puis la phase tardive devient émoussée. Donc la sécrétion, il faut se rappeler de la courbe donc, physiologique de la sécrétion de l'insuline. La phase tardive, il y a une sécrétion biphasique de l'insuline. Donc la phase tardive est émoussée. Et il y a ce qu'on appelle une abolition de la plasticité donc de sécrétion d'insuline. Donc il répond mal le pancréas. Voilà. Bien sûr, le diabète type 2, c'est un diabète lent, insidieux, généralement méconnu, qui m'a dit 50% donc qui ont un diabète type 2 sont méconnus. Généralement supérieur à 40 ans, ayant une surcharge pondérale, ayant des antécédents familiaux de diabète type 2, ayant des antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie fœtale. Il faut savoir qu'il y a aussi des facteurs déclenchants du diabète type 2. En fait, c'est des facteurs révélateurs, pas des facteurs déclenchants. C'est surtout la corticothérapie. Donc, sujet qui manifeste donc un diabète sous corticoïde, c'est en général un diabète qui va être un diabète type 2. C'est un diabète cortico-induit, mais c'est un diabète type 2. Les infections aussi, les traumatismes, la chirurgie aussi. Les sujets donc ont tendance à élever leur chiffre glycémique fait les circonstances adamées. C'est des situations révélatrices. Donc les diabètes temporairement induits, ça évolue vers des diabètes type 2. Donc les complications, le coma hyperosmolaire, c'est pas de traitement, surtout chez les sujets âgés, les complications aiguës. Et les complications chroniques, c'est surtout la macroangiopathie. Donc ces sujets, le diabète type 2, ils décèdent par les complications macroangiopathiques cardiovasculaires. مش كيما le diabète type 1 qui décède donc par l'insuffisance rénale. Il y a microangiopathie. Remarque, 20% des cas, il existe déjà une complication microangiopathique. Donc, au moment du diagnostic de diabète type 2, déjà à 20% des cas, il y a une complication, soit insuffisance rénale, soit rétinopathie. Il y a des associations fréquentes, bien sûr, avec le diabète, en rapport avec l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, ça ne va pas donner qu'un diabète. Ça va donner le diabète, mais ça va donner un syndrome, le syndrome métabolique, qui est défini par un critère obligatoire, l'obésité androïde. Tour de taille supérieur ou égal à 94 cm chez l'homme, tour de taille supérieur ou égal à 80 cm chez la femme. C'est un critère obligatoire. Et puis, 4 autres critères, deux critères. La glycémie à jeun, donc supérieure à 1 g par litre au diabète type 2. Triglycérides supérieurs à 1,5 g par litre. C'est quoi triglycérides à l'échelle? L'HDL cholestérol
inférieure à 0,4 g chez l'homme, 0,5 chez la femme. Et tension artérielle, attention, tension artérielle supérieure à 130-85. Le syndrome métabolique, 130-85 mm de mercure. Donc l'association dans un syndrome métabolique, diabète en rapport avec l'insulino-résistance. C'est le primum movens. Le diabète gestationnel. Donc il faut savoir que le diabète gestationnel, il n'y a pas de risque de malformation fœtale. Attention, allez, l'organogenèse est déjà faite. Attention, le diabète gestationnel, l'élévation de la glycémie, c'est pas au début de la grossesse, c'est généralement à partir de 24 semaines d'aménorrhée. Il faut se rappeler de la grossesse normale d'abord. Grossesse normale, donc il y a une insulino-résistance qui est progressive mais qui est réversible. Allez, pour épargner le glucose et le rendre disponible pour le fœtus. Donc il y a augmentation de la production hépatique du glucose en fin de grossesse et une diminution de l'utilisation périphérique du glucose par la mère pour rendre ce glucose disponible donc le placenta vers le fœtus. Donc il y a un hyperinsulinisme réactionnel, surtout prédominant en postprandial et qui est réversible. Donc les chiffres glycémiques s'élèvent. Donc il y a hyperinsulinisme réactionnel. Le diabète gestationnel, donc l'hyperinsulinisme est réversible dans la grossesse normale. Le diabète gestationnel, il y a un trouble de la tolérance glycidique, surtout, qui est donc très important. À part le diabète donc type 1 ou type 2, il y a d'autres causes donc, de diabète, ce qu'on appelle les diabètes secondaires. Il faut les apprendre. Allez, c'est parfois donc, des diabètes qui sont réversibles. Il y a le diabète pancréatique. Donc le pancréas, c'est un organe donc, clé pour la régulation de la glycémie. Donc toute atteinte du pancréas va peut-être causer un diabète. Donc il y a les pancréatites chroniques, donc les traumatismes pancréatiques, le cancer du pancréas, les glucagonomes, donc, ou les hémochromatoses, surtout il y a une surcharge donc, en fer au niveau du pancréas, mucoviscidose et les pancréatectomies, surtout fait DPC, donc duodénopancréatectomie céphalique. Surtout dans la cause pancréatique, donc surtout dans le cancer du pancréas, soit la pancréatite chronique. Lorsque donc, il s'agit d'un sujet de sexe masculin supérieur à 40 ans, qui a des douleurs abdominales transfixiantes, un sujet qui est alcoolique, qui est dénutri, qui présente donc des signes de diarrhée chronique, une stéatorrhée ou une malabsorption, et à l'ASP, il y a donc des calcifications visibles au niveau donc, du pancréas. Donc, l'alcool, c'était donc 4 signes en faveur de l'origine pancréatique d'un diabète. Donc, vous répondez, c'est un sujet de sexe masculin, donc d'âge supérieur à 40 ou à 50 ans, alcoolique, dénutri, présentant douleur abdominale transfixiante, par exemple. Donc, il y a les causes du diabète pancréatique. Il y a ce qu'on appelle le diabète endocrinien, donc secondaire à une hypersécrétion d'hormones hyperglycémiantes, le cortisol, donc le syndrome de Cushing, l'acromégalie, donc le GH, le phéochromocytome aussi, le glycagonome, l'hyperthyroïdie, il y a aussi les somastatinomes, l'hyperaldostéronisme primaire. Il faut savoir que ça donne une hypocalémie qui inhibe l'insuline. L'hypocalémie inhibe l'insuline, donc il y a un risque d'hyperglycémie. Les diabètes endocriniens, donc c'est généralement des diabètes qui sont insulino-résistants, puisqu'il y a donc une augmentation de ces hormones, il y a une tendance à l'insulino-résistance. Les diabètes génétiques, il y a donc des anomalies génétiques, soit au niveau de la fonction de la cellule bêta, soit au niveau de l'action de l'insuline. Soit au niveau de la production de l'insuline par les cellules bêta, soit au niveau de l'action de l'insuline, au niveau des récepteurs, au niveau de différents organes. Ce qu'il faut apprendre, le diabète maudit. Maudit, c'est Maturity Onset Diabetes of the Young. Donc, c'est le sujet jeune. C'est comme un diabète type 2, mais qui est chez des sujets jeunes, donc inférieurs à 25 ans en général. Il y a des anomalies moléculaires en fait de la synthèse donc, de l'insuline au niveau de la cellule bêta. D'abord, il faut savoir que c'est une maladie qui est autosomique dominante. Avec l'âge, donc c'est un diabète qui est transmis à toutes les générations.
généralement le cas clinique, donc le diabète est présent dans 3 générations successives. Donc c'est un mot-clé, ça vous oriente vers le diabète maudit. Donc c'est un diabète qui est monogénique. Donc il y a monogénique, le gène donc responsable de maudit, c'est un seul gène. Il y a différents types donc, de maudit. Il y a maudit 1, 3, 4. Il faut savoir que le maudit 2, c'est le plus bénin. Donc c'est dû à une mutation de la glucokinase. Il faut savoir aussi qu'on peut mettre en évidence l'anomalie génétique. Il s'agit surtout donc, dans le diabète type maudit, il y a une composante d'insulinorésistance. Le diabète mitochondrial, c'est lié à une mutation donc, du génome mitochondrial impliqué dans le métabolisme oxydatif des glucides. C'est généralement une transmission maternelle, le génome mitochondrial, vous connaissez ça. Il y a donc des signes qui nous orientent vers des syndromes, surtout la surdité, la rétinite associée, myéloencéphalopathie. Il n'y a pas d'insulinorésistance, le diabète mitochondrial, pas d'insulinorésistance. Les diabètes secondaires à des médicaments, les corticoïdes, les bêta-mimétiques, les thiazidiques, surtout par le biais de l'hypocalémie. L'hypocalémie, ça inhibe la sécrétion de l'insuline, donc c'est un effet donc, hyperglycémiant. Il y a aussi les œstroprogestatifs, les bêta-bloquants aussi, donc les bêta-mimétiques à la fois et les bêta-bloquants, donc un effet hyperglycémiant. L'INF, donc tout ce qui est INF, l'interféron et le pentamidine. Syndrome génétique associé au diabète, il faut apprendre donc 3, le syndrome de Klinefelter, le syndrome de Turner et le syndrome de Prader-Willi. Il faut savoir aussi que la trisomie 21 est associée au diabète. Diabète et insulinorésistance. Je connais le diabète, donc il s'accompagne d'insulinorésistance. Le diabète type 2, diabète gestationnel, le diabète endocrinien, le diabète donc, de type modifié, une composante d'insulinorésistance, et le diabète lipoatrophique. Donc les 5 types de diabète une insulinorésistance. Il faut savoir que chez les enfants et les adolescents, donc, surtout un diabète type 1, mais attention, il y a une augmentation de l'incidence de diabète type 2 chez l'enfant et l'adolescent. StudyGate, Digital Learning Technologies.